Bonjour à tous, merci de nous retrouver en direct sur Public Sénat. Un an après les assassinats commis par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban, les sénateurs interrogent cet après-midi Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, sur la stratégie française en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme. On rejoint tout de suite l'hémicycle pour cette séance. La DCRI dispose de la possibilité de recruter les personnels compétents. Ceci n'est pas forcément compatible avec le fonctionnement et les procédures actuelles. Quelles dispositions comptez-vous prendre, Monsieur le ministre, à cet égard? Je vous remercie. Très bien, merci. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Sueur, je connais évidemment votre implication sur ces questions-là et d'une manière générale, de toute façon, et je m'adresse à tous les sénateurs, mais je connais leurs convictions, combien il est essentiel que nous nous retrouvions, à la fois pour tirer les enseignements de ce qui s'est malheureusement passé il y a un an, les décisions que nous avons annoncées, un certain nombre de réformes structurelles qui concernent la DCRI, visent, et je vous réponds très directement, à rendre plus cohérente et plus efficace l'articulation entre les échelons central et régional. L'organigramme de la DCRI a intégré une structure chargée de la coordination opérationnelle entre ces deux niveaux. Et je précise en outre que des bureaux de liaison ont été créés afin de faciliter les échanges entre le renseignement intérieur et l'information générale, qui elle-même doit faire l'objet de réformes, tant au niveau central qu'au niveau zonal. Enfin, un service d'inspection interne à la DCRI a été créé. Deuxièmement, et c'était vrai parce que c'était souligné dans le cadre du livre blanc, il faut des moyens supplémentaires, financiers, humains et techniques pour la direction centrale du renseignement intérieur, dont je veux saluer l'engagement et le travail face à la menace terroriste. Mais ces moyens, sa spécialisation sur un certain nombre de sujets sont évidemment tout à fait indispensables. Enfin, même si rien n'est à ce stade définitivement arbitré, la question de l'autonomie de gestion ne me semble pas être un enjeu principal. Il s'agit aujourd'hui de renforcer d'abord les moyens en effectifs et en investissement, comme je viens de vous le dire, du renseignement intérieur et autonomiser la DCRI au sein d'un programme ad hoc sur laquelle risquerait de faire peser sur la DCRI une contrainte budgétaire plus forte. Et donc, je suis, de ce point de vue-là, sceptique sur le fait qu'il y ait cette direction à part. Mais enfin, le débat est ouvert. Je ne m'engage pas définitivement sur ce sujet-là. Ce qui est le plus important pour moi, c'est l'efficacité de la DCRI. Merci. Très rapidement, Monsieur Sueur, pour rattraper le temps passé. Monsieur le Président, nous avons visité récemment la DCRI, nous y avons reçu un bon accueil et nous savons l'implication de l'ensemble des personnels que je veux à mon tour saluer. Monsieur le Ministre, je vous remercie de ce que vous avez dit quant à l'accroissement des moyens que vous projetez pour la DCRI, c'est nécessaire. Et je voulais préciser les choses quand nous parlons d'autonomie. Il ne s'agit pas du tout de créer une sorte d'État dans l'État, ce n'est pas votre souhait, ce n'est pas le nôtre. Il s'agit simplement de souplesse de procédure, parce que l'on voit bien qu'il y a des dispositifs très précis, très formatés dans la police nationale en matière de recrutement, de promotion. Nous les respectons. Mais nous savons que si l'on veut être efficace, il faut pouvoir recruter des personnels qui aient les compétences requises dans des délais qui soient raisonnables, de telle manière que l'on atteigne à la meilleure efficacité. C'est en ce sens que nous avons parlé d'autonomie et je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre réponse et pour votre implication. Monsieur le Président, merci. La parole est à Monsieur Vincent Capo-Canella pour le groupe UDI-UC. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans la lutte contre le terrorisme, les services de renseignement jouent évidemment un rôle majeur. C'est vrai sur le territoire national comme à l'étranger. La connaissance du terrain, le renseignement sont déterminants pour notre sécurité. Dès lors se pose inévitablement la question des moyens mis en œuvre pour cette lutte contre le terrorisme. Cette lutte nécessite d'abord que les services puissent agir dans un cadre juridique clair. Ils doivent pouvoir disposer des moyens judiciaires d'enquête et avoir recours à des moyens d'investigation adaptés. C'est le cas par exemple des données financières et bancaires que les professionnels du renseignement devraient pouvoir obtenir
concernant certains profils afin de développer une action préventive. Il y a lieu, me semble-t-il, de progresser sur ce point. Peut-être faut-il s'interroger également, Monsieur le Ministre, sur la situation juridique des terroristes assignés à résidence dans notre pays et sur les moyens de contrainte dont nous disposons. Même si le cadre européen rend toute évolution complexe, la fuite récente du terroriste islamiste Saïd Arif, après d'autres, doit nous conduire à réexaminer ce sujet. La lutte contre le terrorisme nécessite également, le président Sueur vient d'en parler, une bonne coordination entre les différents services. La réforme de 2008 qui a créé la DCRI est positive, il faut sans doute poursuivre dans ce sens. Le constat du manque de moyens, notamment humains, des services français doit être posé. Les effectifs et les moyens consacrés au renseignement restent, malgré les efforts, bien inférieurs à ceux de nos voisins européens. Ce constat, il est vrai, n'est pas d'aujourd'hui. Sur le plan des moyens techniques, les programmes de renseignement électromagnétiques, pourtant essentiels pour le recueil des données, ont pris du retard ou ont été reportés. Compte tenu des évolutions technologiques et des mutations des menaces terroristes, les services de renseignement doivent pouvoir diversifier leur recrutement, renforcer leur expertise en faisant appel à des profils spécifiques, linguistes notamment, arabophones, psychologues, analystes d'images. Monsieur le ministre, pouvez-vous, sur ces différents points, nous dire quelles sont vos orientations pour renforcer et améliorer les outils de détection, de surveillance et d'enquête des services de renseignement? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, j'ai en partie répondu au président Sueur et j'approuve la plupart des remarques que vous avez été amené à faire. Ce que nous avons connu en France, l'évolution du terrorisme et donc de la menace, les événements de Boston, qu'il faut analyser parce qu'ils ont des points de comparaison avec ce qui s'est passé en France, nous amènent, me semble-t-il, à nous dire qu'au fond, le principal frein à l'efficacité du renseignement dans la lutte contre le terrorisme réside dans les cloisonnements. Cloisonnement entre le niveau central et le niveau local, entre services eux-mêmes. Donc il faut gagner évidemment en souplesse, et notamment dans les capacités de recrutement. Et là, vous avez dit des choses, comme le président Sueur, que j'approuve bien évidemment. Enfin, concernant cette personne qui était assignée à résidence, que j'ai qualifiée effectivement de particulièrement dangereuse, M. Saïd Arif, qui n'a pas respecté cette assignation à résidence. Je crois en effet que tout en respectant nos règles européennes et nationales, en respectant la loi, il faut revoir ces dispositifs. Il y a un certain nombre de personnes qui sont assignées aujourd'hui à résidence et j'ai demandé aux services de regarder avec attention les propositions qui pourraient m'être faites, notamment pour ce qui concerne leur expulsion. Merci, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le ministre, de votre réponse. Sur la question des moyens, je veux juste rappeler un principe que chacun connaît. Si le renseignement coûte cher, l'absence de renseignement coûte encore plus cher. Et évidemment, on sait tous que dans ces temps de disette, ça n'est pas simple, mais qu'il faut accorder de véritables moyens. Et sur les questions d'ordre juridique, vous avez répondu sur le point particulier des assignations en résidence. Je vous remercie. Mon souhait et mon souci était surtout de dire qu'il y a un équilibre également à trouver. Certes, donner des moyens et clarifier parfois les règles, mais surtout ne pas alourdir, parce qu'on peut aboutir tant quand on discute des réformes de services ou à une forme de réformite dont il faudrait se préserver, ou bien aboutir à des systèmes, finalement, quand on veut tout contrôler, qui sont tellement lourds que finalement on finit par ne plus les utiliser et qui ne sont pas efficaces. C'est un peu les deux risques. En tout cas, merci de votre réponse. Très bien. La parole est à présent à Madame la Présidente Éliane Assassi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous savons tous le terrorisme et l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie. Et face à cette menace, les pouvoirs publics et la société tout entière doivent faire bloc. La lutte contre les menaces et les actes terroristes ne doit souffrir d'aucune indulgence. Cependant, et aussi pour lui donner plus de force, elle doit respecter les droits et les libertés fondamentales dont l'État est le garant. Ces droits durement acquis, tels que la liberté d'aller et venir ou encore le respect de la vie privée, ne peuvent, même dans des moments difficiles, être sacrifiés sur l'autel de cette lutte, sous peine que soit portée atteinte au fondement même de notre démocratie, car nous considérons que ces droits, accompagnés de devoirs, bien évidemment,
sont le fondement d'une sécurité humaine durable et non un obstacle à celle-ci. Alors, lors du débat sur votre projet de loi de sécurité et de lutte contre le terrorisme à l'automne dernier, j'avais rappelé que dans une loi du 23 janvier 2006, la droite, alors au pouvoir, avait fait adopter à titre expérimental une procédure de contrôle d'identité à bord des trains transnationaux. Et lors du débat sur ce texte, donc le texte de 2006, l'ensemble de la gauche sénatoriale, alors dans l'opposition, avait souligné, et je la cite, et j'en étais, et nous en étions, que cette disposition ne saurait constituer une mesure destinée à lutter contre le terrorisme et ouvertement une mesure destinée à favoriser les contrôles migratoires. Fin de citation. Vous avez donc décidé de proroger cette disposition lors du projet de loi adopté en octobre 2012, donc en contradiction avec la position de la gauche alors que le gouvernement précédent n'a pas respecté l'obligation de déposer chaque année un rapport d'évaluation de ces dispositions, comme le prévoit l'article 32 de la loi de 2006. Alors, ma question est simple, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des éléments sur la réelle efficacité de cette disposition contre laquelle, je le rappelle encore une fois, la gauche sénatoriale a voté à plusieurs reprises? Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la Présidente Assassi, sur ces questions-là, même si ça n'est pas toujours facile et il n'y a pas d'obligation qui s'impose, je crois que nous devons essayer de converger et de trouver à chaque fois cette unité qui, contre le terrorisme, doit s'imposer. Après, il y a des questions très concrètes et vous en avez posé une. J'y réponds. L'utilisation avérée de certaines lignes ferroviaires par des réseaux d'immigration irrégulière, de criminalité organisée ou de terrorisme confère un intérêt évident à ces contrôles. Et il constitue, me semble-t-il, parce que ces réseaux sont des symboles forts de l'intégration européenne, des cibles privilégiées et font l'objet de fréquentes alertes. C'est l'un de ces contrôles qui avait permis, par exemple, l'arrestation en 2011 à Modane par la police aux frontières du numéro 3 de l'organisation terroriste basque ETA. La loi est d'une plus grande précision pour se conformer aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur la finalité de ces contrôles d'identité et sur le caractère non permanent et non systématique de ces contrôles. Cette mesure de prévention du terrorisme a un caractère temporaire, vous l'avez signalé, depuis son origine. Le gouvernement est donc tenu d'en solliciter périodiquement la prorogation devant la représentation parlementaire, vous l'avez dit aussi. C'est ce qu'il a fait à l'automne dernier, en présentant un projet de loi assorti d'une étude d'impact très détaillée. Il le fera à nouveau en présentant le rapport d'application de la loi 6 mois après sa promulgation, nous approchons donc, et il le fera à nouveau, bien sûr, au terme des 3 années, pour poursuivre l'application de ces règles. Le Parlement est donc souvent et complètement éclairé sur les conditions et le bilan de l'application de cette mesure. Merci. La parole est à nouveau à Madame la Présidente Assassi, pardon. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Moi, je voulais insister sur le fait que, malheureusement, les contrôles d'identité n'ont jamais joué un rôle déterminant en matière de lutte contre le terrorisme. Et nous trouvons que cette disposition instaure un amalgame entre terrorisme et immigration, et c'est forcément un amalgame inadmissible. Alors, sur la disposition, soit elle est expérimentale, elle fonctionne, et donc dès lors, elle doit être adoptée définitivement, soit elle est inutile au but poursuivi et elle doit être abandonnée pour se concentrer sur les réelles solutions. Voilà, donc c'était un petit peu le souci que je voulais émettre. J'ai bien entendu ce que vous venez de vous dire, donc nous serons amenés à redébattre une nouvelle fois de ces questions-là, et bien évidemment, dès lors, nous serons disponibles, en tout cas, pour vous dire encore un certain nombre de choses qui nous opposent sur ces sujets-là, mais enfin, en tout cas, j'espère que nous pourrons aboutir sur des choses qui nous rassemblent. Très bien, merci. La parole à Madame Esther Benbassa pour le groupe écologiste.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en octobre dernier, nous discutions dans cet hémicycle du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Ce texte, promulgué en décembre 2012, n'était pas, bien sûr, sans soulever de nombreuses questions pour le groupe écologiste, notamment au regard du respect des libertés individuelles. Si une législation antiterroriste efficace est nécessaire, il me semble en revanche qu'elle ne peut atteindre son objectif que si elle est accompagnée d'une politique volontariste de prévention pour endiguer l'émergence de ce fléau en France. Prévention qui peut être multiforme et commencer dès l'école, de même l'obligation pour les imams de suivre un enseignement moderne dans un établissement spécialement dédié à cela, comme ce fut le cas au XIXe siècle pour les rabbins avec l'école rabbinique de Metz, rapatriée ensuite à Paris et qui se trouve actuellement à la rue Vauquelin. La nomination d'aumôniers en prison ayant à suivre également un enseignement ad hoc pour éviter la propagation de l'islam radical dans ces lieux d'enfermement. Ma question, Monsieur le Ministre, est ainsi la suivante. Quelles sont, parallèlement à l'arsenal législatif et à la création de zones de sécurité prioritaires, les mesures que vous envisagez pour prévenir efficacement toutes les formes de radicalisation qui touchent en premier lieu des jeunes musulmans défavorisés dans nos fameux ghettos? Merci. Merci, Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Esther Benbassa, en soulignant d'ailleurs que la question du terrorisme dépasse largement la problématique de l'islam radical, puisque nous pouvons faire face aussi à d'autres formes de terrorisme, de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite, le terrorisme basque que j'évoquais, ou venant d'autres régions. Mais incontestablement, il y a un défi, vous avez raison de le souligner. La question de la contre-radicalisation, même si ça n'est pas dans notre vocabulaire, est un vrai sujet. Il est traité d'ailleurs au niveau européen, et je veux souligner de ce point de vue-là la qualité des travaux impulsés par le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kervosch. J'ai moi-même participé à un séminaire sur ces questions-là, parce qu'avec les différents partenaires européens, nous essayons également de partager nos analyses et de trouver en commun des solutions. L'école, bien évidemment, est un lieu dans lequel nous pouvons travailler. La prévention de la radicalisation, qui passe par un contrôle resserré des lieux de culte radicaux, et la problématique de la formation des imams va dans ce sens, et je vois que vous saluez de manière tout à fait exceptionnelle ce qui avait été engagé par l'empereur Napoléon Ier. Je ne vous connaissais pas cette référence, mais en tout état de cause, des choses ont été faites au XIXe siècle que nous pourrions retrouver pour ce qui nous concerne en ce début de XXIe siècle. Et puis le milieu carcéral, parce que c'est un foyer de radicalisation, mais également un travail de prévention au niveau de nos territoires populaires, de nos quartiers populaires. J'ai rencontré ce matin une association qui travaille beaucoup sur ces questions-là, présidée par M. Denoy de Saint-Marc, parce que je crois aussi que la société civile, les associations doivent s'impliquer dans ce travail. La répression est indispensable, le travail du renseignement aussi. Mais nous devons mobiliser, j'avais eu l'occasion de le dire au moment de la présentation de la LAT, pour lutter contre tout ce qui, au fond, fermente, prépare, change un certain nombre de mentalités et qui représente une véritable menace pour notre pays. Merci. Madame Benbassa, si vous le souhaitez. Vous avez l'air d'être d'accord avec moi, puisque nous sommes d'accord. Il faut mettre en marche les modalités d'application de ces questions de prévention, Monsieur le Ministre. Voilà. Merci, Monsieur Jean-Pierre Plancade, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La politique de lutte contre le terrorisme est un sujet essentiel que le RDSE a souhaité voir inscrit à l'ordre du jour du Sénat pour cette séance de questions cribles. Il est d'autant plus pour l'élu toulousain que je suis. Un an après les 7 assassinats de Toulouse et Montauban, nous sommes encore sous le choc. L'affaire Mera, comme d'autres survenues depuis, je pense aux arrestations de Marignane de ces dernières semaines, a mis en évidence, s'il en était besoin, que le renseignement est un outil essentiel de lutte contre le terrorisme en coopération avec l'outil judiciaire, bien sûr. La DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur, a été sévèrement critiquée dans le cadre de l'affaire Mera.
Je ne reviendrai pas sur ce sujet sensible, mais mon groupe souhaite savoir si les moyens dévolus au renseignement seront renforcés et adaptés pour répondre au développement du terrorisme de ceux que l'on appelle souvent les loups solitaires et dont les actes, bien qu'isolés, ont des conséquences dramatiques sur les populations civiles. Et je ne voudrais pas non plus stigmatiser, parce que je pense aussi à tous les extrêmes. Dans la lutte contre le terrorisme, il faut penser aussi à tous les extrêmes, de droite comme de gauche, et les extrêmes religieux également. Ce terrorisme fait maison suppose en effet une mobilisation des moyens humains et technologiques conséquents pour assurer la surveillance de jeunes gens auto-radicalisés et qui se forment bien souvent via Internet. Si l'architecture générale du renseignement a été repensée en 2008, ces services n'ont pas été épargnés par la RGPP, alors même que la stratégie de sécurité nationale recommandait dans le même temps un renforcement de ses effectifs et de ses capacités techniques. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je souhaitais connaître vos intentions pour améliorer l'efficacité du renseignement, un volet parmi d'autres de la politique de lutte contre le terrorisme, mais un volet essentiel au maintien de l'ordre républicain auquel nous sommes ici tous très attachés. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Plancade, l'acte, au fond, peut-être le plus important au cours de ces derniers mois, pour lutter contre le terrorisme, a été adopté par le Parlement. C'est la loi antiterroriste qui s'est appuyée sur des travaux qui avaient été engagés par le précédent gouvernement, qui étaient enrichis par le gouvernement actuel et évidemment par le Parlement. Et cela nous permet aujourd'hui de poursuivre et de sanctionner les individus engagés dans les filières djihadistes à l'étranger, que ce soit des ressortissants français ou résidant en France. Des poursuites judiciaires ont ainsi pu être diligentées contre le Français Gilles Le Gouen, qui vient d'être rapatrié, expulsé ici en France et pris en charge désormais par la Direction centrale du renseignement intérieur. Et il y a un travail qui est mené, qui est fait sur les filières du Sahel, syrienne, un travail très attentif, même si évidemment il n'y a jamais de risque zéro, mais une mobilisation de tous les services. Et de ce point de vue-là, je le répète, et vous avez eu raison de le souligner, il faut être sur tous les fronts. Le front milieu carcéral, nous l'avons évoqué il y a un instant, le cyberespace, parce que c'est incontestablement là où beaucoup de choses se nouent, et puis il y a un travail de renseignement, et pour cela, la DCRI a besoin de mieux coordonner le travail avec le niveau local, y compris avec l'IG, avec la DGSE, avec les services étrangers, a besoin de moyens supplémentaires. La DCRI aura ces moyens financiers supplémentaires, des moyens humains, une capacité de recrutement plus large pour gagner en efficacité. L'affaire Mera est évidemment toujours présente et nous pensons aux familles des victimes, aux victimes de ces meurtres, et elle nous oblige tous à un très haut niveau de vigilance et d'implication. Merci. Monsieur Jean-Pierre Plancade. Ce n'est pas une réplique, Monsieur le Président, c'était simplement pour dire à Monsieur le Ministre que nous ne doutions pas de son engagement déterminé dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Je passe la parole à Monsieur Roger Carucci pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, on l'a dit et tout le monde l'a dit, donc je vais poursuivre. La lutte, la prévention du terrorisme sont évidemment des éléments qui dépassent largement tous les clivages. Il y a eu des textes en 2006, en 2008. Votre texte de loi de 2012 reprend, amplifie l'action conduite et c'est très bien. Mais c'est vrai, Monsieur le Ministre, que depuis quelque temps, au travers de l'affaire Mera, mais au travers aussi d'autres affaires, il y a eu un certain nombre de critiques, parfois excessives, sur les dysfonctionnements. Et je voudrais, dans un premier temps, dire que la République, de manière générale, doit rendre hommage à tous ces agents des services intérieurs et extérieurs qui risquent leur vie au quotidien sans toujours beaucoup de reconnaissance. Mais ce qui amène ma question aujourd'hui, c'est un rapport qui a été déposé la semaine dernière, qui dit que, en gros, à la suite des différentes études, il faudrait prendre un certain nombre de mesures, avec, par exemple, la création d'une inspection des services, avec, par exemple, une autorité indépendante pour voir, par exemple, quelle est la proportionnalité des éléments mis à la disposition pour obtenir des renseignements à l'extérieur ou à l'intérieur. En clair, on va favoriser
le fait d'accéder à un certain nombre de renseignements, de mieux contrôler. Alors la transparence, elle a du bon parfois, mais elle peut être aussi un peu inquiétante. Elle peut être aussi un élément de doute, de danger pour les agents qui, eux, sont en mission sur le terrain. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est assez simple. Oui, les renseignements doivent être coordonnés. Oui, vous l'avez dit, le lien des GSE, des CRI. Oui, il faut renforcer les moyens de la DCRI. Mais quelles sont les mesures que vous envisagez de prendre pour faire en sorte que, au travers et avec la transparence nécessaire, notamment pour le Parlement, il n'y ait pas en revanche, au travers de cette remise en cause parfois de la confidentialité, de risques, de dangers pour l'ensemble de nos agents, à l'intérieur comme à l'extérieur, parce qu'après tout, ils défendent eux aussi et l'État et la République. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je partage au fond ce que vous venez de dire, et notamment dans votre introduction. Il y a un besoin de transparence, et nos grandes démocraties, notamment le Parlement, doivent pouvoir traiter ces questions de renseignement de manière sereine et avec le souci du respect de la loi. Et en même temps, nous devons protéger ces agents qui servent les intérêts fondamentaux de notre pays. Le rapport de Jean-Jacques Urvoas, le président de la commission des lois de l'Assemblée, vient d'être remis. Il nous faut peu de temps pour en tirer toutes les conclusions. Mais en tout cas, je veux vous dire qu'il me semble, et je vais dans le sens du rapport, nécessaire en premier lieu de renforcer les bases juridiques de l'action des services de renseignement. La plupart des grandes démocraties ont engagé de telles démarches en mettant en place des outils qui sont protecteurs, et il faut reconnaître que notre pays a encore du mal à les concevoir. Et c'est cet équilibre-là qu'il nous faut évidemment trouver. De ce point de vue-là, les conclusions de la mission Urvoas sont ambitieuses et, me semble-t-il, bienvenues, même si après il faut les examiner dans le détail. Elles posent les jalons d'une réflexion qui pourra opportunément être menée sur ce sujet-là dans les prochains mois. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions commencé à faire dans le cadre de la loi antiterroriste. D'autres questions se posent sur les bases juridiques de l'action des services de renseignement, telles que, par exemple, l'opportunité, nous en avions discuté ici même, de faire évoluer la loi de 1881, dont chacun pourra convenir qu'elle n'offre pas un cadre adapté aux réalités du monde contemporain. Je pense aux notes de prescription de publicité sur Internet et les réseaux sociaux, par exemple. Les services de renseignement demandent ces bases juridiques davantage solidifiées et qui les protègent. Il y a une demande de transparence du Parlement et de la société. Et en même temps, nous devons protéger ces agents et permettre surtout l'efficacité des services qui demandent évidemment du secret. Elle est là la ligne de crête que nous devons trouver ensemble. Merci, Monsieur Roger Carucci. Très brièvement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, c'est évident que c'est une ligne de crête. Autant le Parlement comme l'opinion veulent savoir, autant nous savons bien que ceux qui décident, ceux qui donnent les instructions, ont aussi besoin, souvent, beaucoup, de secret, de discrétion, si on veut l'efficacité. Donc, naturellement, il y a un équilibre à trouver et, bien entendu, nous serons extrêmement vigilants sur cet équilibre pour ne pas remettre en cause la sécurité, la confidentialité et l'efficacité de nos agents. Merci. La parole à présent à Monsieur Alain Richard pour le groupe socialiste. Monsieur le ministre, votre administration et vous-même venez d'apporter une contribution évidemment substantielle à la réalisation du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, et ceci a été, comme c'est naturel, l'occasion de préciser, d'actualiser au fond ce que sont les grands traits de la menace actuelle en matière de terrorisme. Donc, en peu de mots, compte tenu des particularités de l'exercice, comment décririez-vous, comment résumeriez-vous, au fond, les points marquants de l'évolution récente de la menace terroriste sur le sol français et sur la population française, et les priorités sur lesquelles vous insisterez dans les moyens disponibles et dans le cadre de la loi pour renforcer la protection de nos concitoyens et de nos intérêts nationaux? Et avez-vous quelques indications à nous donner sur la progression de notre coopération en la matière avec nos partenaires européens et atlantiques? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, la menace terroriste, elle est élevée. Elle est là. Il faut
l'appréhender ainsi. Elle nécessite beaucoup de vigilance, de la mobilisation et des moyens supplémentaires. Cela vient d'être dit. Nous faisons face à une menace, je le rappelais il y a un instant, que nous connaissons déjà. Celle qui peut venir de l'ETA, celle qui peut venir d'un certain nombre de groupes. Nous voyons bien quelles sont les conséquences des activités, par exemple, du PKK sur notre sol, même si nous suivons avec intérêt les évolutions d'un dialogue avec la Turquie, et puis les menaces qui existent, y compris que nous concernent sur notre sol, venant de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche. Mais il y a cette menace djihadiste, elle est incontestable. Et nous faisons face à la fois à un ennemi extérieur, et nous devons le combattre dans une coopération accrue et de très grande qualité avec nos principaux partenaires, et notamment au niveau européen, même s'il y a sans doute des progrès à accomplir. Et cette menace extérieure, elle existe, elle est alimentée par les conflits qui existent dans le monde et que vous suivez parfaitement. Elle a été évidemment sensiblement accrue avec l'intervention de la France nécessaire, indispensable, au Mali. Et je veux saluer de ce point de vue-là, là aussi, la coopération avec les pays du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest. Et puis nous faisons face aussi à un ennemi intérieur, avec un lien évidemment avec ces conflits. Et c'est ce que nous évoquions tout à l'heure avec Mme Bebassar sur la nécessité de mettre en place tous les outils pour lutter contre cette radicalisation. Mais cela nécessite évidemment un travail très fin entre le RI, l'information générale, nos services de police et de gendarmerie, la société tout simplement, parce que il y a, oui, des loups solitaires, des processus d'autoradicalisation, le web qui participe, ce qui se passe dans un certain nombre de mosquées, dans le milieu carcéral, qui nous oblige à être évidemment très vigilants. Et ces individus hybrides, à la fois au niveau national comme au niveau international, qui font qu'aujourd'hui, la menace est toute très particulière, sans doute encore plus difficile à appréhender, et elle nécessite beaucoup de vigilance. Merci. Monsieur Alain Richard, si vous souhaitez réagir. Juste quelques mots, Monsieur le Président, pour rendre hommage à la finesse et en même temps à la capacité du ministre de cerner l'essentiel. Je crois que c'est très très représentatif de la réalité et je crois que ça crée à tout le monde des... je pense en particulier à nos collègues élus locaux, des obligations de faciliter le renseignement au quotidien. Dans cette situation, en effet, de dispersion et d'individualisation sous certaines formes de la menace, il est important qu'une espèce de détection précoce puisse être faite pour aider les services de terrain de la police nationale. Je sais qu'eux ont la motivation et ils ont des instructions pour travailler de cette façon, mais je crois que le tissu du service public, tout simplement, doit contribuer, et je crois que nous sommes nombreux ici à être convaincus que c'est nécessaire. Bien, merci. La parole à Monsieur Christian Cambon pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, un peu plus d'un an s'est écoulé depuis le dramatique attentat de Toulouse. Ça a été évoqué ici tout cet après-midi et l'affaire Mera n'en finit pas d'alimenter les controverses et le débat sur les supposées ou réelles imperfections de notre système intérieur de protection. Mais dans le même temps, en l'espace d'un an, le contexte a considérablement changé. Et il s'est hélas dégradé. La situation au Sahel et plus particulièrement au Mali a contraint la France à intervenir militairement dans les conditions que l'on sait. Ce faisant, notre pays s'est aussi exposé à des risques de représailles particulièrement élevés. De fait, les appels de chefs djihadistes à frapper les intérêts français partout dans le monde commencent à être suivis des faits. J'en veux pour preuve l'attentat contre notre ambassade à Tripoli et la tentative d'attentat contre notre ambassade au Caire. Tout ceci sont des signes d'alerte, des signes de danger sur les risques que la France encourt de voir son propre territoire touché par ces attentats. Autour de nous, les exemples font frémir. Après l'Algérie à In Amenas, les États-Unis à Boston, la Turquie dernièrement. Tout ceci montre que des États particulièrement bien armés pour lutter contre le terrorisme aveugle peuvent être eux aussi touchés en leur cœur. Un djihadiste français, cela a été évoqué, a été interpellé. Il appelait à importer sur notre territoire la guerre sainte. Et ça nous rappelle une réalité nouvelle. De jeunes Français vont s'entraîner dans des camps en Afghanistan, au Pakistan. Ils vont recevoir des formations au djihad dans ces pays où les groupes terroristes sont implantés. Et ils peuvent, comme Mera,
comme ça s'est passé à Boston, à Londres, à Madrid, dans des attentats précédents, trouver sur le territoire national des complicités, mais aussi des approvisionnements en armes et en explosifs. Alors face à ces dangers, nos concitoyens sont réellement inquiets. Aussi, Monsieur le Ministre, je voudrais simplement savoir si le niveau de coopération européenne est suffisant pour nous aider à traquer l'ensemble de ces individus, car la réponse ne peut pas être nationale. La France est particulièrement exposée. L'Europe doit nous aider. Quelle est l'action que vous menez dans ce sens? Merci. Monsieur Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Christian Cambon, là aussi, en écho à des propos très justes, peut-être quelques chiffres. Depuis 2001, au total, plus de 200 volontaires ont quitté la France pour s'engager dans une filière djihadiste. 17 sont morts dans les zones de combat et 69 de ces personnes séjournent actuellement sur notre territoire. Le développement des départs de volontaires vers la Syrie constitue, en revanche, à partir de 2012, une véritable rupture. Plus d'une centaine de personnes se sont rendues sur ce territoire, sur ce théâtre de guerre. En seulement 1 an et demi, ce contingent atteint en effet 60% du total des volontaires. Et on constate, y compris, le départ d'individus mineurs sans expérience religieuse qui s'engagent sur un coup de tête. Ce phénomène touche d'autres pays. C'est vrai au Maghreb, mais c'est vrai en Europe. Ce qui nous amène à renforcer, je pense à nos amis belges, notre coopération, l'échange d'informations et évidemment un travail commun. Mais il y a là un véritable danger pour nous et pour nos intérêts. Et nous y faisons face, évidemment, par l'engagement de nos services de renseignement. Et je vous donne un autre chiffre. 78 personnes ont été interpellées par la DCRI dans le cadre de la lutte antiterroriste en 2012 contre 47 en 2011. Et depuis le début de l'année, ce chiffre s'élève déjà à 38 interpellations qui ont donné lieu à 12 écrous. Cela veut bien dire, et cela fait écho aussi aux propos du sénateur Alain Richard, qu'il y a une menace et qu'elle est concrète. Elle ne relève pas uniquement du fantasme ou de la recherche de stigmatisation. Elle repose sur des faits réels, la situation très dégradée au Sahel, en Libye, en Tunisie, bien évidemment en Syrie, et sur des filières que nous devons combattre à travers la coopération internationale et le travail de nos services de renseignement. Merci, mon cher collègue, Monsieur Christian Cambon. Oui, je voudrais remercier le ministre à la fois des données statistiques qu'il vient de nous fournir et de la prise en compte de ce risque qui est bien réel. Je voudrais juste revenir sur un point, la nécessité qu'il y a encore que l'ensemble des pays européens se trouvent véritablement mobilisés. Peut-être une conférence des ministres européens sur ce thème serait le bienvenu, car le danger peut se produire et faire irruption par de très nombreuses frontières qui sont encore trop lâches en Europe. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Monsieur André Reichardt pour le groupe UMP. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, suite à la tuerie de Toulouse de mars 2012, de nombreuses propositions avaient été faites par chacun des candidats à l'élection présidentielle afin que nous n'ayons pas à revivre de tels événements. Parmi ces propositions, beaucoup portaient sur l'influence grandissante d'Internet dans le développement des groupes terroristes. Le profil de Mohamed Merah, qui filmait ses crimes pour les publier sur le net, celui des terroristes de Boston, confirme et de loin cette analyse. Ainsi, l'utilisation des moyens Internet permet aujourd'hui à ces groupuscules de recruter des djihadistes improvisés, mais aussi de diffuser leur propagande parmi les réseaux sociaux les plus utilisés, les plus accessibles, dont Twitter, Facebook, YouTube et bien d'autres. Faut-il rappeler d'ailleurs, tout le monde le sait, que certains magazines en ligne vont jusqu'à illustrer la fabrication d'explosifs. À ce sujet, l'article 1er de la loi du 21 décembre 2012 a prévu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2015 l'accès préventif des services chargés de la lutte contre le terrorisme aux données techniques recueillies dans les communications électroniques ou lors de l'accès à Internet. Ce dispositif, que la précédente majorité avait autorisé en 2006 et qui devait s'achever en 2012, fin 2012, a donc été renouvelé. C'est une excellente chose. Pourtant, il faut bien admettre que dans ce domaine, la lutte contre le terrorisme est loin d'être aboutie, tant il reste d'obstacles à franchir, du fait notamment de la difficulté technique de maîtriser les flux Internet.
Ainsi, j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, quelles sont aujourd'hui les orientations du gouvernement quant à la politique à mener en ce qui concerne le contrôle de certains réseaux Internet par les groupuscules terroristes. Quels moyens pourraient être mis en œuvre pour limiter leur action et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'approfondir cette question? Y a-t-il des moyens humains à mettre en complément? Y a-t-il des moyens techniques à mettre en complément? Ces interrogations sont d'autant plus importantes qu'Internet présente un risque accru dans la radicalisation des individus, d'abord en accentuant le relâchement de leurs propres liens sociaux individuels, et c'est à mon avis gravissime, ensuite en leur fournissant les moyens d'agir, et enfin en glorifiant leurs crimes. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur André Richard, oui, là aussi, et vous l'avez souligné dans ce débat, les uns et les autres, Internet est devenu un vecteur de propagande, de radicalisation et de recrutement pour la mouvance terroriste. Et Internet fait l'objet d'une surveillance vigilante de la DCRI afin d'y détecter les activités de la mouvance terroriste. La loi, vous l'avez souligné, prévoit plusieurs moyens destinés à lutter contre l'usage d'Internet et des réseaux de communication électronique à des fins terroristes. Il y a des moyens d'enquête aussi qui sont utilisés. La loi de 2012 renforce l'arsenal juridique dans la lutte contre la propagande terroriste sur Internet. Mais il nous faut sans cesse nous adapter, parce que le terrorisme a souvent un train d'avance par rapport à la loi et aux moyens légaux de l'État, je l'ai souligné il y a un instant. D'autres évolutions du cadre juridique de la lutte contre le cyberterrorisme seront sans aucun doute nécessaires à l'avenir et ils devront compléter notre arsenal juridique. Comme je m'y étais engagé, un travail interministériel est en cours avec les ministères de la Justice, des Finances, de l'économie numérique pour adapter notre droit, qui doit évoluer, nos moyens d'investigation, mais aussi nos organisations et méthodes de travail aux enjeux de la cybercriminalité. Ça ne concerne pas d'ailleurs que le terrorisme. Elles devront bien sûr concilier l'efficacité de la prévention et le respect des libertés individuelles. Elles nous obligent aussi à une très grande coopération européenne, et là je crois qu'il y a les bases d'un accord entre les pays de l'Union. Elles nous obligent à un dialogue avec nos amis américains qui, sur ces questions-là, ne nous suivent pas toujours du fait de leur amendement numéro 1 et sur le contrôle de l'Internet. Il me semble que c'est un des principaux enjeux des prochains mois dans les discussions avec nos partenaires. Merci. Monsieur André Richard, si vous le souhaitez. Oui, pour remercier Monsieur le ministre de cette réponse, je voudrais naturellement dire que face à la menace terroriste actuelle, cette lutte contre le terrorisme doit être érigée en véritable priorité nationale. Et à cet égard, tout ce qui peut être fait pour améliorer notre efficacité en ce qui concerne le contrôle des flux Internet doit être fait. Je pense que dans le cadre de cette priorité nationale, des moyens particuliers doivent être affectés en la matière. Et je vous remercie de bien vouloir le prendre en compte. Merci. Voilà, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour l'examen de la suite de la proposition de loi permettant l'instauration effective d'un pass Navigo unique au tarif des zones 1 et 2. La séance est suspendue. Voilà pour cette séance de questions cribles thématiques consacrée à la lutte contre le terrorisme. Restez avec nous, émission spéciale à suivre sur la conférence de presse de François Hollande. C'est à suivre tout de suite sur les chaînes parlementaires. Bon après-midi à tous.